Bim 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 bom bom bo. 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 Bim bim. Dans un instant, vous allez entendre Olivier Lalieu, historien au Mémorial de la Shoah et membre du Centre international pour l'éducation sur Auschwitz et l'Holocauste au Musée d'État d'Auschwitz-Birkenau, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 24 janvier 2022 pour la parution de son ouvrage « Nouvelle histoire de la Shoah » aux éditions Passé Composé. Le débat était conjointement animé par Olivier Loub et Maurice Lugassi. Bien, bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christian Thorel, à Hélène, à Ombre Blanche de nous recevoir et de recevoir Olivier Lalieu pour cet ouvrage qui peut faire peur. Il est tout en noir comme ça. La Shoah au cœur de l'anéantissement. Enfin, ça fait vraiment film d'horreur, mais on va voir justement dans ce livre ce qu'il apporte, ce qu'il a de spécifique, pourquoi c'est un livre que finalement tous les CDI doivent, au moins les CDI, doivent acheter. Et je vais commencer par une anecdote avant de vous... Je commence jamais dans l'ordre attendu. Je devrais vous présenter Olivier Lalieu, mais je vais le faire. Et une anecdote à propos du livre. J'avais une réunion avec des conseillères pédagogiques, donc des professeurs des écoles, et l'une s'est fait offrir pour Noël cet ouvrage, et elle en était très heureuse. Donc... on peut, et franchement, je le comprends parce qu'après l'avoir ouvert, après l'avoir exploré, c'est un ouvrage absolument passionnant. Et cet ouvrage passionnant, on le doit, entre autres, à Olivier Lalieu, qui a coordonné cet ouvrage-là. En quelques mots, Olivier Lalieu est historien. Il travaille depuis nombre d'années au Mémorial de la Shoah, responsable des lieux de mémoire et de tout ce qui est réalisation extérieure au niveau national pour le mémorial de la Shoah. Donc il connaît la France, il sillonne la France et nous lui sommes d'autant plus redevables d'être là ce soir parce que il est par Mons et par Vaud à travers notre beau pays. Olivier, je vais commencer par... avant d'entrer dans le livre, ça a dû être assez complexe à mettre en place. Quand on regarde ceux qui ont participé au livre, c'est-à-dire que chaque partie a été confiée à une personnalité, et pas à n'importe lesquelles. Tal Brutman, Johan Chapoutot, Joël Kotek, Piotr Siewiński, si ce nom ne vous dit peu, il est le directeur, il n'y en a qu'un, le directeur du camp d'Auschwitz, du musée surtout, du musée d'Auschwitz, avec une Joël Kotek et une postface de Serge Klarsfeld, Philippe Boukhara aussi et Christoph Kreutzmüller. Travailler avec ces personnalités, avec ces égaux, ça a été comment ? On a combien de temps là ? Non, ouais. Mais d'abord, merci à vous d'être venus si nombreux ce soir. Merci à la librairie. Je m'associe évidemment aux remerciements formulés par Maurice, adressés à Christian Thorel et à l'ensemble de l'équipe de la librairie Ombre Blanche. Et parmi vous, j'ai le plaisir de compter nombre d'amis et auxquels je suis très attaché, que je remercie particulièrement de leur présence aussi ce soir, notamment Antoine Grande, le nouveau directeur du musée de la Résistance et de la déportation de Haute-Garonne, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, ainsi que les représentants du comité Yad Vashem, notamment. Mais au-delà des personnalités présentes ce soir, on est là pour parler du livre et de la démarche. Et donc, si vous voulez, c'est d'abord ce livre, c'est à la fois un projet très personnel. Ça fait plus de 20 ans que j'avais envie de réunir dans un ouvrage
de présenter au public une histoire visuelle de la Shoah. Parce que les images de la Shoah, elles peuplent notre imaginaire collectif. Beaucoup de ces images sont connues depuis 1945, ne cessent de circuler. Et en même temps, elles sont souvent peu ou mal légendées, peu ou mal utilisées. Et donc, il y avait là une matière absolument extraordinaire qui nécessitait de pouvoir être choisie, réunie, commentée, recontextualisée, ce qui est le propre évidemment de la démarche des historiens. Et donc, avec la maison d'édition Talendier, on a voulu présenter cet ouvrage sous la forme d'un beau livre, pour parler comme le font les éditeurs, un beau livre, et en même temps un livre qui soit profondément respectueux de l'usage de ces images, parce que plus que n'importe quelle image, ces images-là, dans leur diversité, elles sont l'expression fondamentalement d'une souffrance et d'une tragédie. Et donc, ces images-là, il fallait pouvoir les présenter de manière respectueuse pour les victimes et aussi de manière utile aux lecteurs, dans leur diversité. Ne pas faire un livre pour les spécialistes, mais un livre qui puisse parler à chacun, qu'il soit touché, directement ou pas, par cette histoire. Et je vois parmi vous notamment notre amie Annie Marco qui est là. Cette histoire, elle est encore aujourd'hui, pour un certain nombre et un grand nombre de personnes, c'est une histoire pas seulement qu'on regarde et qu'on parcourt sur le plan intellectuel. C'est d'abord une image qui prend certains d'entre eux au plus profond d'eux-mêmes. Et cette douleur née de la Shoah, dans les familles touchées par la Shoah, elle reste encore vive aujourd'hui. Donc, au cœur de cette démarche, et j'en viens à ta question, Maurice, il y a le respect. Il y a le respect et la volonté d'être utile. Alors, avec Talendier, on a voulu, au-delà de cette démarche personnelle qui m'animait, réunir une équipe de spécialistes, d'historiens spécialistes de cette histoire, une équipe internationale aussi, puisque parmi les noms que tu as cités, on a des historiens français, on a des historiens allemands. Christoph Kreutzmüller est un historien attaché et responsable pédagogique de la maison de la conférence de Wannsee à Berlin. Polonaise, une équipe polonaise aussi avec Piotr Siwinski, le directeur du musée mémorial d'Auschwitz-Birkenau, francophone et francophile, qui mène depuis plus de 10 ans maintenant un combat qui le met en danger, y compris physiquement, pour, dans le contexte que vous savez en Pologne, défendre toutes les facettes de l'histoire d'Auschwitz, et notamment de la place de la Shoah, la place centrale de la Shoah à Auschwitz, une place pas unique. Auschwitz, vous le savez, c'est le plus grand camp de concentration et en même temps le lieu principal de la mise à mort des Juifs d'Europe. Donc c'était aussi lui permettre, en lui confiant le chapitre consacré à Auschwitz-Birkenau, rendre hommage aussi au formidable travail, je veux dire au sens noble du terme, qu'il anime et qu'il mène aujourd'hui encore en Pologne. Et puis un historien belge aussi, Joël Kotek. Joël Kotek, qui a été pendant plusieurs années responsable de la formation au mémorial de la Shoah et qui est reparti depuis en Belgique. Donc une équipe internationale, alors c'est vrai avec des égos et puis des personnalités différentes, mais qui se sont avec beaucoup de gentillesse et de conviction mis au service de ce projet collectif, chacun en rédigeant donc un chapitre. C'est un livre qui restitue chronologiquement l'histoire de la Shoah, depuis la naissance du nazisme jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, ce livre, il a au moins 2 points forts. Le premier point fort, c'est qu'il amène au grand public des connaissances livresques qui sont extrêmement récentes. Et tu parlais d'un projet qui est là depuis 20 ans, et en même temps, on a des projets éparses
des livres, par exemple. C'est ça qui est très bien fait. Quand Joël Kotek a fait son livre sur Mickey à Gurs, c'est l'occasion d'évoquer les camps d'internement et c'est l'occasion d'évoquer son livre et ce qu'a pu apporter Joanne Chapoutot dans les publications récentes. Et puis là, le deuxième point fort, c'est l'iconographie. Je vais commencer par le deuxième. Ces images proviennent de sources très multiples. Le mémorial de la Shoah, qui a plus de 40 millions d'archives, mais aussi Yad Vashem et aussi le musée d'Auschwitz. Là, le travail a dû être monumental de choisir dans les images telles qu'elles sont parvenues ces 20 dernières années. Alors, c'est vrai qu'ici on a parlé d'images au sens tout à fait large du terme. En fait, il y a plus de 200 documents qui sont présentés dans cet ouvrage, qui viennent d'une vingtaine d'institutions à travers le monde. L'objectif, c'était certainement pas de prétendre tout montrer, c'était de choisir les documents les plus éclairants pour jalonner cette histoire. Et c'était aussi la volonté de renverser ce qui est souvent la place des images dans les livres, dans les livres d'histoire, c'est-à-dire, et notamment pour la Shoah, c'est-à-dire souvent le document, dans sa diversité, on y reviendra certainement, le document c'est une illustration au service d'un texte. Souvent des vignettes de 2 cm où bon, l'image est là pour venir mettre un peu de respiration dans le texte passionnant des historiens. Là, on a voulu renverser cette manière de présenter les choses. On a voulu partir des documents et donc, dans le livre, donner au premier plan, mettre au premier plan le document, qu'il soit lisible, qu'il soit avec la meilleure définition possible. Donc on a été rechercher la source de quelques-unes de ces images très connues dont on a perdu au fil du temps le lien avec le document original. Donc on a voulu, dans le livre, agrandir, donner toute sa place au document et l'accompagner par le texte des historiens. Mais ce texte des historiens, il est évidemment fondamental aussi parce qu'il vient il vient mettre en récit ces différents documents. Il vient recontextualiser, décrypter, commenter les différents documents. Et les documents, ce sont non seulement des photographies, mais ce sont aussi des documents d'archives, ce sont aussi des coupures de presse, ce sont aussi des dessins, des peintures, comme ceux formidables de Félix Nussbaum ou du caricaturiste Arthur Schick, qui, en 1943, vient dénoncer la passivité du monde et en même temps, au moment de la conférence des Bermudes, on ne va pas rentrer sans doute dans ces détails historiques, mais donc réinscrire dans une chronologie ces documents, et en même temps, ici, sous le sceau de l'humour, de la caricature, qui vient de manière tout à fait lisible, montrer le projet criminel nazi réunissant autour d'une table Hitler, Himmler, Goebbels et Göring. Donc, en même temps, à travers ces documents, on prend la mesure aussi de ce qui a été su, de ce qui a été fait au cours de la guerre, et pas se replonger dans un jugement a posteriori, 80 ans après la conférence de Wannsee. On a commémoré il y a quelques jours cette date du 20 janvier 1942, où se tient la conférence dite de Wannsee. Bref, réinscrire dans l'histoire ces documents, ces épisodes, et le rôle des uns et des autres face à cette tragédie. Alors, ce livre, justement, il a ceci de particulier, c'est que ça rejoint un peu la muséographie. Quand on regarde le musée Pauline à Varsovie, on a très peu de textes, le musée juif à Varsovie. Très peu de textes, des images, des reconstitutions. Et finalement, comme ici, le premier plan, c'est d'abord l'image. Alors, c'est pas parce que nous sommes dans la société du spectacle que nous sommes dans une société de l'image. C'est parce que, finalement, nous vivons dans l'image. Et ce qui est très bien fait, c'est qu'on a d'abord l'image qui nous saute aux yeux, et le texte, et le texte qui vient ensuite effectivement compléter avec pertinence, et une première partie qui va apporter un cadre plus général. Et c'est vrai que ce livre est totalement
en lien avec ce qui se fait dans la muséographie actuelle. Et il est d'une très grande modernité. Et si vous vous posez la question, enfin, je défends le livre de poser des questions, mais si vous, voilà, si vous posez la question, pourquoi ce livre en plus, mais je vais lui poser la question, pourquoi ce livre, mais elle est trop banal, en plus sur la Shoah, il correspond à une nouvelle muséographie. Et en ça, il est hyper intéressant. Cependant, on a dans l'ensemble des images, effectivement, la diversité des archives qui est proposée. Est-ce que dans les choix que toi, en tant que coordinateur, et chacun des responsables de la section, de la partie, est-ce qu'il y a finalement un volume 2 qui pourrait être fait à partir de ce qui a été laissé? Ah, mais je crois qu'on ferait 10 volumes, qu'on n'épuiserait pas cette banque de documents. Mais en même temps, moi, j'assume le fait que 200 documents, on a abordé collectivement cela avec beaucoup d'humilité. Parce que vous faites Shoah sur Google, vous voyez, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de documents qui vont s'afficher. Donc le choix était difficile, mais en même temps, il était indispensable. Il était indispensable justement pour répondre à cette démarche pédagogique qui nous a animés et qui visait à proposer comme un outil de transmission, non seulement dans les familles touchées par la Shoah, mais aussi pour le grand public éclairé, une façon de restituer dans ces différentes dimensions l'histoire de la Shoah, pas seulement en mettant en avant le regard des bourreaux. Beaucoup des images que nous connaissons, ce sont d'abord celles prises par les bourreaux nazis, et on ne peut pas écarter évidemment d'un revers de la main ces documents-là. En revanche, il faut toujours les remettre en perspective. Mais il fallait aussi montrer, je parle des différentes facettes de la Shoah, c'est-à-dire le regard des bourreaux. La Shoah, c'est d'abord un crime bureaucratique, c'est un crime pensé, mais qui repose sur une haine viscérale. La violence, elle est consubstantielle des documents que nous présentons, évidemment. Donc il ne s'agissait pas de l'édulcorer, cette violence et cette haine. D'autant que dans un certain nombre de documents, notamment de propagande, nous sommes devenus un cluster. Quelqu'un a toussé dans la salle. Non, je plaisante. Non. Regard des bourreaux, place des victimes. De ce point de vue-là, on a aussi voulu évidemment ne pas s'en tenir au seul regard des bourreaux et montrer aussi de quelle manière les victimes, qui n'étaient pas que des victimes, les Juifs sont victimes du génocide, mais ils n'étaient pas que des victimes. Dans ce livre, on a tenu aussi évidemment à montrer des documents qui illustraient la diversité des Juifs d'Europe, à montrer la diversité des ripostes aussi, qui ont été opposées par les Juifs eux-mêmes à ce projet d'anéantissement. J'ai parlé des toiles de Félix Nussbaum, des caricatures d'Arthur Schick, mais faudrait-il évidemment parler des encarts, par exemple, publiés au New York Times au même moment que la conférence des Bermudes et qui visait à interpeller l'opinion publique américaine sur le crime qui était en cours et sur la non-assistance à peuple en danger qui appelait une riposte des puissances alliées. Place des résistances dans leur diversité. Vous retrouverez ou vous découvrirez peut-être pour certains d'entre vous les formidables messages d'espérance et en même temps de courage qui sont ceux par exemple de cette jeune femme, Marianne Keun, une de ces convoyeuses d'enfants qui amenait ces cohortes d'enfants juifs persécutés jusqu'à la Suisse et qui sera elle-même arrêtée, torturée et assassinée. On ira à travers ce livre également jusqu'aux confins de l'espace européen, dans les forêts de l'Est de l'Europe, avec les frères Bielski, qui vont organiser ce formidable maquis avec l'ensemble de ces persécutés, pour certains évadés des centres de mise à mort de Treblinka et de Sobibor, et qui vont prendre les armes à la main. Vous retrouverez le si beau visage de ces figures de la résistance dans le ghetto de Vilnius, autour d'Abba Kovner, par exemple, ce grand poète. Donc, ne pas s'en tenir
dépasser plus exactement la seule chronologie des faits, dépasser le regard des bourreaux pour redonner aussi cette pleine humanité aux victimes juives, montrer aussi, et comment ne pas le dire ici ce soir à Toulouse avec vous, mesdames et messieurs, évoquer des figures pour certaines honorées par le mémorial de Yad Vashem, c'est juste parmi les nations, Monseigneur Saliège et son appel là aussi extraordinaire d'août 1942, dénonçant les atteintes à la personne humaine. Voilà, montrer cette diversité à la fois d'engagement et aussi ce que fut le regard des contemporains sur ce crime en cours, certes dans le contexte terrible de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, face à des faits devenus de plus en plus certains, à ce projet d'anéantissement su par certains dès 1941 et qui en 1944 est désormais, sinon su du moins, certains savaient parmi les dirigeants et parmi une partie de l'administration, des administrations y compris collaborationnistes ici en France, montrer ce qu'avait été cette indifférence et cette passivité du monde. Et ceci, les documents nous permettent de le montrer, de le restituer, mais d'une manière qui se voulait volontairement. Je parlais du grand public, eh bien oui, par-delà les générations, certains l'ont eu en cadeau à Noël, mais en tout cas, oui, cet ouvrage voulait répondre à cet impératif de transmission qui doit se poursuivre par-delà la génération. On glosse souvent sur la disparition des derniers témoins. Raphaël Esrey, le président de l'Union des déportés d'Auschwitz, est mort il y a... Ouais. Ah oui, Yannick. Et hier. Il est mort avant-hier. Avant-hier. Ici, nous avons perdu... Albert Sefer, enfant caché, et Jean Veslick, voilà. qui fut déporté à Auschwitz et qui est né et a vécu le ghetto à Lodz. Qui est né à Lodz et a connu le ghetto de Lodz. Donc, si vous voulez, malheureusement, cette disparition de ceux qu'on appelle aujourd'hui les témoins, c'est un mouvement inexorable. Et en même temps, il reste cet impératif de la transmission. Et par-delà leur voix, leur témoignage, des ouvrages comme celui-là, les documents qu'ils comportent, les textes historiques qu'ils comportent, permettent de poursuivre ce travail nécessaire d'histoire, de mémoire et de pédagogie. Alors, c'est un ouvrage qui est probablement un peu comme un spectacle, a d'abord eu un travail préparatoire immense. Ce travail préparatoire a tout de suite donné l'idée de parler de l'Europe, de montrer la diversité finalement de la Shoah au sein du continent européen et ne pas se focaliser sur la France. Parce que finalement, on en parle très peu. On a évoqué Saliège, on a la lettre... les lois anti-juives signées par la main de Pétain, faut-il le rappeler, mais ça, c'est un parmi beaucoup. Donc cette diversité, et ce qui est tout de suite, c'était un acquis, élargir à l'Europe et montrer combien c'est différent d'un pays à l'autre finalement. C'était indispensable de restituer cette échelle européenne, mais d'ailleurs qui nous fait sortir du continent européen, puisque vous le savez, quelques déportations ont eu lieu également depuis la Tunisie. Des massacres de juifs ont eu lieu sur le pourtour de la Méditerranée dans ce contexte-là, même si l'épicentre, évidemment, reste l'Europe, et plus particulièrement au cœur de l'Europe, ce qui était et qui n'était plus pendant la Seconde Guerre mondiale le territoire polonais, où les lieux de massacre et de mise à mort ont été installés là. Mais il fallait remettre en perspective la situation française, parler aussi, par exemple, de ce pogrom d'Anvers, le seul pogrom à l'ouest de l'Europe, mais montrer finalement que la Shoah, ça n'est pas qu'Auschwitz, ça n'est pas que l'assassinat dans les centres de mise à mort, ça n'est pas que le massacre des Einsatzgruppen, c'est aussi une chaîne de responsabilité, de résistance aussi aux quatre coins du continent. La Shoah, on a essayé le mieux possible, vous voyez, de restituer cette échelle européenne dans cette histoire visuelle de la Shoah, mais en ne perdant pas de vue la nécessité d'incarner cette histoire. Parce que, voilà, par-delà l'immensité des chiffres, la nécessité au-delà du discours historique, qui est sous-jacent dans ce livre, mais en même temps, l'incarnation, elle est fondamentale.
Et donc, ici, l'incarnation, elle passe par cette diversité de documents, par ces visages formidables. Et on a voulu rentrer dans les yeux de Marianne Cohen. On a voulu montrer ce formidable portrait, par exemple, de Jan Karski, ce résistant courageux polonais, non-juif, qui est exfiltré d'Europe par Gibraltar en novembre 1942 et qui vient témoigner devant un certain nombre de hauts responsables, d'abord britanniques en décembre 1942, puis en 1943 aux États-Unis, montrer, restituer ces messagers aussi, non seulement de l'espoir, mais aussi de la tragédie. Donc voilà des documents forts. Alors, pour le dire, même si tu n'as pas encore posé la question, ni toi, ni certains dans la salle, pourquoi encore un nouveau livre sur la Shoah, mais il fallait montrer, voilà ce si beau portrait. Je montre. Vas-y, dis d'abord, et ensuite je voudrais passer par des images et un commentaire sur oui, les images. vous savez, un livre, c'est toujours un compromis entre un auteur qui prétend tout savoir et avoir, faire mieux que quiconque, et puis un éditeur dont l'objectif est de vendre. Hein. Il faut pas. Je le dis ici dans une librairie qui doit vivre aussi, et notamment une librairie physique, comme la si belle librairie Ombre Blanche, et puis des lecteurs. Voilà. Mais l'éditeur a souhaité qu'on rajoute un bandeau avec archives inédites. Bien. Alors, on a eu chaud parce qu'il souhaitait un temps que cette expression-là soit le sous-titre du livre. Alors là, ça aurait fait très, très vendeur, ça, si vous voulez. Alors là on aurait vendu plein. Bon. Alors, je prends les devants. Je prends les devants pour expliquer pourquoi archive inédite. Qui plus est, archive inédite, et pour les spécialistes, en reprenant les illustrations qui sont utilisées sur le bandeau, des illustrations qui, pour les trois quarts, sont déjà connues, si vous voulez. Alors j'ai essayé d'expliquer que c'était peut-être un peu... ça pourrait peut-être heurter certains, et je n'en doute pas, comme moi-même je l'ai été, mais en même temps je revendique ce terme archive inédite, parce qu'en tout cas ce qui est inédit, en tout cas dans l'édition francophone, c'est la manière de les montrer. Ça oui. Et puis il y a des documents inédits dans cet ouvrage. Vous voyez, j'essaye de retomber sur la dimension commerciale de ma présence ce soir parmi vous. Il y a des images inédites. Certaines étaient apparues ces dernières années et avaient été présentées dans la presse, mais n'avaient jamais été encore présentées dans un ouvrage publié en France. C'est le cas, par exemple, de ces photos du centre de mise à mort de Sobibor. Un centre de mise à mort. Alors, je n'arrête pas de parler de centre de mise à mort. Il y a un débat, enfin, ce n'est pas un débat aujourd'hui. C'est une expression, vous le savez, qui est employée par Raoul Hilberg, le grand historien de la Shoah, dans son livre La destruction des Juifs d'Europe, qui préfère ce terme-là à celle de camp d'extermination, qui pendant plusieurs décennies a été employé. Mais en vérité, ce terme de camp d'extermination, il était apparu impropre parce que derrière l'expression camp d'extermination, on se représente un camp, c'est-à-dire un lieu fermé avec des barbelés, avec des baraquements dans lesquels les détenus sont placés, et pour un certain nombre d'entre eux, évidemment, et pour le plus grand nombre, vont disparaître. Non, Raoul Hilberg, quand il forge ce terme de centre de mise à mort, c'est pour caractériser la spécificité de ces lieux où ces centaines de milliers de juifs et ces dizaines de milliers de tziganes sont amenés et au bout de quelques heures, sont directement assassinés. Ceux-là ne sont pas tatoués, ne sont pas enregistrés, ils sont déportés pour être assassinés dans un lieu donc, qui n'est pas un camp, mais qui est un centre de mise à mort. Voilà. C'est pour ça que ce terme-là, je l'emploie et je me permets de le commenter, même si vous le savez sans doute déjà. Donc Sobibor est un lieu tout à fait important, un lieu... duquel on n'avait pas d'image jusqu'alors. Et l'album personnel du commandant adjoint Nieman de ce camp de Sobibor avait été retrouvé et déposé par la famille d'un soldat américain dans une institution allemande. La presse en était fait l'écho et on avait évidemment tenu à en présenter quelques-unes ici, y compris parce qu'un certain nombre de caractéristiques d'un centre de mise à mort, c'est-à-dire ces barbelés maquillés entre
entrelacées de branchages pour masquer ce qui s'y passait à l'intérieur du reste de l'environnement sont ici présentes avec les oripeaux nazis et ceux de la SS. Puis vous savez, c'est aussi un lieu vers lequel 4 convois de déportation de Juifs de France ont été envoyés et où tous ont été assassinés. Alors, ces images-là, personnellement, je considère qu'elles sont inédites dans un ouvrage et elles sont même indispensables. Inédite également ces photos du camp de Vénissieux dans la banlieue lyonnaise où, à l'image des rafles d'août 1942, beaucoup des Juifs étrangers présents aux zones sud vont être rassemblés. Et à Vénissieux se passera une opération de sauvetage tout à fait inédite, où, par une conjonction de la force et du courage des organisations juives et d'organisations chrétiennes, une centaine d'enfants vont être exfiltrés aux yeux des gardiens et de l'administration française, couverts par Monseigneur Gerlier. Et dans ce livre, donc, une historienne, Valérie Pertuis-Porteret, a retrouvé des photos de l'arrivée de détenus, d'internés, de raflés juifs qui vont être internés, et alors même que les autocars qui les amènent sont encore chargés de leurs bagages, à leur descente des bus vont être mis au garde à vous pour saluer la levée des couleurs, entourés des policiers de Vichy, alors même qu'ils viennent d'être raflés par cette police et livrés par Vichy dans les heures ou les jours qui vont suivre aux nazis pour être déportés ensuite à Auschwitz. Donc des photos qui, en vérité, quand on les examine, sont tout à fait surréaliste et en même temps révélatrice de la tragédie de l'été 42. Et ça nous renvoie à des débats très contemporains sur le rôle, évidemment, de Vichy dans la déportation, notamment des Juifs de France. Rappelons-le, si beaucoup de ceux-là sont des Juifs étrangers, leurs enfants, eux, sont français et ils seront bel et bien arrêtés, déportés et assassinés. Donc des documents inédits, Maurice, pardon, mais là je suis au cœur de ma présentation commerciale et donc il faut que j'arrive au bout, mais peut-être aussi, je le dis avec humour, pardon, mais quand même cette question de l'inédit, elle est importante et en tout cas moi, moralement, je me sens de vous le dire ce soir. Donc des documents inédits dans leur diversité pour certains, des documents pleinement inédits aussi, à l'image de ce document qui vient des collections du musée d'Auschwitz, qui est une note du service du travail du camp d'Auschwitz, qui en février 1943 fait remonter dans ce telex à l'administration centrale des camps à Oranienburg, Sachsenhausen, les chiffres numériques et pourcentages des Juifs arrivés du ghetto de Theresienstadt, le pourcentage et le nombre de ceux qui sont intégrés au camp et qui vont être affectés au travail forcé, et ceux, de l'ordre de près de 80%, qui vont être placés dans un hébergement spécial. Évidemment, ce terme-là vient couvrir les opérations de gazage qui ont été opérées sur eux, et avec la justification apportée par l'officier SS, expliquant que le grand nombre de ceux-là, envoyés vers un hébergement spécial, est motivé par le fait qu'il s'agit d'un grand nombre de femmes et d'enfants, et pour les hommes, par un grand nombre de vieillards. Donc il n'y a absolument en vérité aucune ambiguïté dans ces termes-là, mais on est ici, vous voyez, dans ce qui caractérise le plus souvent la manière bureaucratique, euphémisante avec lesquelles les nazis, y compris en interne, ont appliqué la solution finale de la question juive. Sur les photos, sinon inédites, en tout cas, la manière de présenter les photos est très belle. C'est-à-dire que aussi bien les photos les plus horribles que les personnages les plus emblématiques, on a l'explication des photos, mais ce qui fait la qualité de prime abord, c'est justement ce savoir-faire, là, ce travail minutieux. C'est un travail... Tu parlais d'un beau livre, effectivement, c'est un beau livre. Et là, ça aussi, ça a été... il a fallu négocier. Comment ça a marché? Ça s'est fait...
Non, là, il n'y a pas eu de négociation parce que d'emblée, on s'est retrouvé sur l'idée de faire en vérité un livre patrimonial. C'est-à-dire comment, à partir de ces documents en vérité tragiques, parce que même le visage de Karski, il y a, dans ce cliché, hein, on connaissait d'autres photos de lui ou de celle de Shmuel Zingelbaum, par exemple. Vous savez, ce responsable du Bund, représentant du Bund au sein du gouvernement polonais en exil à Londres, et qui va se suicider au printemps 1943 face justement à la passivité du monde, lui qui est, il a rang de ministre, hein, qui est en même temps au cœur de l'arrivée des messages venant du territoire ex-polonais, montrant hein, les crimes en cours, et qui, alors même que le ghetto de Varsovie est en train d'être écrasé, d'ailleurs là même où sa femme et sa fille se trouvent, il n'a pas réussi à les exfiltrer et elles vont être assassinées au terme de l'insurrection du ghetto. Zingelbaum se suicide en laissant une lettre publique où il dénonce hein, tout cela. Et il y a une magnifique photo de lui qui est souvent coupée, tronquée pour se focaliser sur son visage, alors qu'en vérité, il est sur sa table de travail dans son bureau à Londres, le cigare à la main. C'est tout sauf l'homme, la posture qui est la sienne est tout sauf l'homme martyr, si vous voulez. Elle est celle d'un chef, elle est celle d'un gouvernant, si vous voulez. Et le contraste entre cette photo-là, dont on a été retrouvé le document primaire, et un extrait de sa lettre où il interpelle le monde, c'est ce contraste-là, c'est ce choc-là qu'on a voulu tout au long du livre restituer. Tu parlais de Jan Karski, il y a cette photographie où son regard ténébreux transpire avec le noir et blanc d'une manière absolument extraordinaire, et en contre-plan, on a été retrouvé dans les archives à Londres une copie de son témoignage authentique qu'il restitue à son arrivée à Londres. Donc à chaque fois, on a voulu le plus possible, c'est vrai aussi pour Marianne Koen, avec ce visage, cette photographie peu connue, on a mis également donc ce poème qui lui est attribué, Je trahirai demain, hein, pour à chaque fois le plus possible, non seulement présenter un document qui permette de parler de Marianne Koen, mais de l'incarner véritablement en restituant leur visage et leurs mots aux uns et aux autres. Et donc là, il n'y a pas eu de négociation avec l'éditeur parce que d'emblée, on s'est retrouvé sur cette démarche-là, celle du livre patrimonial. On avait à l'esprit d'autres ouvrages, hein, comme le calendrier de Serge Klarsfeld, hein, vous savez, ces petits volumes de papier Bible avec une belle reliure, ou le livre de Philippe Applewag, qui est sorti il y a quelques mois, Enfants de Paris, chez Gallimard, qui vient restituer les centaines de plaques photographiées à Paris dans un livre, là aussi, publié chez Gallimard, tout à fait remarquable. Donc ça, sur ces contraintes-là, on s'est retrouvés. Après, il y a des choix personnels que je n'aurais pas fait, mais je m'en suis remis à l'éditeur. Mais en tout cas, sur ce qui était au cœur du livre, ce qui était ce qui était la matière vitale du livre et la manière de le restituer, on a été en osmose avec l'éditeur Talandier, Xavier de Bartilla, le président, Dominique Missica, la vice-présidente, et puis Rachel Grunstein, l'éditrice avec qui on a mené à bien ce projet. Est-ce qu'il y a eu des retours? Enfin, ma question elle repose sur une expérience vécue il y a 15 ans à peu près. Serge Klarsfeld avait fait une exposition sur les enfants déportés et cette exposition est passée dans les gares en France. Et c'est là que j'ai gardé cette exposition. Elle était tout simplement, les gens prenaient le train et étaient en contact avec les photos des enfants et les photos des nazis. Et j'étais là plusieurs jours avec Denise Epstein et Edouard Rommelschlager. Et on nous engueulait parce qu'il y avait des photos de nazis. On nous disait que c'était abominable, qu'il fallait garder que les enfants. Quand je vois cette double page, est-ce qu'il est dit, attendez, ils ont l'air trop sympathiques ces nazis, il ne faut pas les montrer?
Ouais, de toute façon, ils n'ont pas l'air sympathiques, hein, à vrai dire. Mais bon, certains peuvent le trouver, je sais pas. Ils n'ont pas l'air sympathiques, mais en même temps, cette photo-là, pour moi, je me suis battu pour qu'elle y soit, parce qu'elle nous montre les principaux responsables du camp d'Auschwitz-Birkenau, Richard Baer, Kramer, Mengele, Hillard. C'est ça. Et ces hommes-là se retrouvent au terme de l'opération de la déportation des Juifs de Hongrie, qui, vous le savez, va marquer l'anéantissement de près de 300 000 de ces Juifs de Hongrie qui vont être gazés en 7 semaines. Donc, les montrer décompressants, comme on le dirait aujourd'hui, et hilar pour Mengele, sachant comment dirais-je, les crimes dont ils sont coupables, elle était en vérité saisissante, mais elle était indispensable. Parce que de la même manière qu'il fallait rendre justice aux victimes en leur restituant leur visage et dans la vie, rendre aux SS et montrer les SS pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes qui étaient persuadés d'avoir, à leurs yeux, n'est-ce pas, accompli une saine mission pour l'humanité, en tout cas telle que les nazis la rêvaient. Donc c'était une manière de, là aussi, incarner cette histoire. Ces 6 millions de victimes de la Shoah, ces centaines de milliers de SS qui en ont été les coupables, ces centaines de milliers, peut-être ces millions d'Européens qui ont profité du crime, qui en ont été les témoins passifs, souvent indifférents aussi, dans tous les pays, en Allemagne, mais dans tous les pays, à l'est de l'Europe, à l'ouest également, en France, partout. Eh bien, c'est une manière de réinscrire dans l'histoire de l'humanité aussi cette page de notre histoire. Et vous découvrirez certaines caricatures, certains propos. Eh bien, je dois dire que l'actualité de ces dernières semaines, moi je ne suis pas pour faire des amalgames, et les contextes n'ont évidemment rien à voir, mais oui, il y a des permanences dans l'antisémitisme, dans la manière de montrer les juifs, de dénoncer leur soi-disant pouvoir, avec beaucoup de cynisme aussi, n'est-ce pas, en voulant faire un bon mot, de rire, comme le fait ici Mengele, sur le dos des juifs, et de leur souffrance. Voilà, moi c'était aussi une manière de montrer dans toute sa modernité cette histoire-là. Je pourrais continuer des heures, mais si à partir de maintenant, si vous avez des questions, alors on n'a pas le droit de vous passer le micro à cause du Covid, mais la salle est assez petite. Et peut-être avant, enfin pas avant, mais pour organiser le mieux possible la transition, le hasard des calendriers a fait que en septembre, quand est sorti cet ouvrage, La Shoah au cœur de l'anéantissement chez Talandier, un deuxième ouvrage sortait également, une nouvelle histoire de la Shoah, cette fois-ci co-dirigée avec Pierre-Jérôme Biscara et Alexandre Bande aux éditions Passé Composé, qui est également disponible là ce soir. Et je me dois évidemment d'en dire quelques mots aussi, puisque là c'était une démarche finalement assez proche sur le fond, c'est-à-dire comment essayer de faire un état des lieux de l'historiographie avec une vingtaine de contributions d'historiens qui reviennent sur les différentes facettes de l'histoire de la Shoah, mais aussi des crimes de masse sous le nazisme, en abordant la question du massacre des handicapés et des malades mentaux, du génocide des Tziganes également, et de montrer par ailleurs aussi les débats actuels sur la mémoire de la Shoah, sur la pédagogie également, et sur le négationnisme. Bon, Maurice peut continuer pendant des heures, moi aussi. Oui, mais puisque vous ne me le demandez pas, je veux quand même associer à la liste des historiens, de ce collectif d'historiens, Serge Klarsfeld, pour moi, il allait de soi qu'il signe ici la postface, parce qu'il a été... vous découvrirez au musée départemental de la résistance et de la déportation une très belle exposition qui lui est consacrée, à lui et à Beat. Donc je ne vais pas vous dire qui est Serge Klarsfeld, mais pour moi il était indispensable qu'il soit associé à ce projet, parce que parmi les différents combats qu'il a menés, il en est un qui le liait directement avec cette manière d'essayer d'aller au plus près du document et de montrer le document. Vous le savez, il a été celui qui a retrouvé Lily Jacob, cette rescapée hongroise qui, à sa libération, après sa déportation à Auschwitz et sa libération au camp de Dora, avait été dépositaire,
prix l'album de photographie qu'on appelle l'album d'Auschwitz, là où figurent près de 200 photographies prises justement au moment de la déportation des Juifs de Hongrie, 200 photos tout à fait exceptionnelles. Serge Klarsfeld a retrouvé Lily Jacob et a publié en France et puis après notamment aux États-Unis cet album d'Auschwitz. Dans toute sa démarche à la fois d'historien, d'avocat et de militant de la mémoire, il a eu à cœur de retrouver, d'identifier et de mettre en avant comme preuve, comme trace, comme outil de transmission les archives dans leur diversité. Et pour moi, pour nous, devrais-je dire, l'associer à ce livre, à ce projet, était en vérité indispensable. Alors, oui, moi j'ai quand même encore des questions. Oui, parce que c'est un livre qui m'interroge sur aujourd'hui. Enfin, il y a plusieurs questions. Qui m'interroge d'abord sur la guerre. Sur la guerre elle-même, il y a un chapitre, celui de Philippe Boucara, Passivité du monde, résistance des Juifs. En ce moment, je travaille beaucoup sur la résistance juive et j'ai l'impression. Alors, c'est là que j'ai besoin de confirmation ou de nuancer, mais j'ai l'impression que ce titre-là montre effectivement une réalité qui est que le sauvetage des Juifs et la résistance des Juifs n'a pu se faire que grâce aux Juifs, qui n'ont pas pu compter sur grand monde finalement à ce moment-là. Est-ce que ça le montre aussi est-ce que ces photos, ces archives montrent que finalement, s'il n'y avait pas l'argent du Joint, s'il n'y avait pas l'armée juive à Toulouse, s'il n'y avait pas les EI, l'OSE, les partisans dans l'Est, le massacre aurait été beaucoup plus important. Le massacre a eu lieu et rien ne pourra changer cette histoire-là. Et ça restera une tragédie juive, mais une tragédie juive qui concerne l'humanité tout entière. Et cette question de la passivité, il ne faut pas la prendre seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, où évidemment, et ce serait bien confortable pour nous de porter des jugements moraux rétrospectifs sur l'attitude des concitoyens. On n'est pas dans cette attitude-là moralisatrice. On fait œuvre ici d'historien. Et donc cette question de la passivité du monde, d'abord il faut sortir de la Seconde Guerre mondiale pour la remettre en perspective de ce qu'a été déjà les premières persécutions dès l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, où le projet des nazis dans ce qu'ils appellent à partir de 1938 la solution finale de la question juive, ce n'est pas l'assassinat dans les années 30. Alors des juifs vont mourir, vont être frappés, vont être... évidemment, je ne le nie pas, mais le projet des nazis, c'est de vider l'Allemagne des juifs. Depuis Mein Kampf. C'est ce qu'ils vont s'attacher à faire, les mettre au banc de la nation, y compris pour celles et ceux qui étaient là depuis des générations et qui, encore quelques années auparavant, avaient été des frères d'armes d'Hitler dans les armées allemandes face aux Alliés. Ceux-là ne seront pas plus protégés et ceux-là vont être mis au banc de la nation, contraints à l'exil. En 1939, quand débute la Seconde Guerre mondiale, déjà près de la moitié des Juifs du Reich ont été contraints à l'exil. Et on le dit comme ça facilement, contraints à l'exil, mais on n'imagine pas le poids de souffrance, de désespérance pour ces familles-là qui s'étaient battues pour l'unification allemande, qui avaient combattu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et qui avaient tout perdu pour celles qui avaient quelque chose. Et pour celles qui n'avaient rien, ont perdu leur foyer, leur histoire et ont été contraintes à l'exil. Alors ces 250 000-là, ils ont été accueillis dans un certain nombre de pays qui, pour le dire tout simplement, ne voulaient pas d'eux. Pas plus les États-Unis, pas plus l'Amérique centrale, pas plus l'Amérique du Sud, pas plus que le continent européen. Et donc, ils ne voulaient pas d'eux, pas tant parce qu'ils étaient antisémites, bien qu'un certain nombre de dirigeants au Foreign Office à Londres étaient profondément antisémites, comme dans la haute administration française ou aux États-Unis. Mais ils ne voulaient pas tant d'eux parce que c'était des étrangers dans un contexte de montée de la xénophobie et de la crise économique qu'il ne faut pas non plus évidemment ignorer. On aurait aimé que l'histoire soit autrement, elle ne l'a pas été. Donc cette passivité, elle est déjà au cœur de cette décennie des années 30. Vous avez tous en mémoire peut-être évidemment deux faits qu'on peut rappeler ici.
la conférence d'Évian en 1938, où déjà la question des réfugiés est au cœur. Et on parle des réfugiés pour ne pas parler des réfugiés juifs, mais c'est bien du sort des réfugiés juifs du Reich dont il est question. Et avec un échec complet de cette conférence d'Évian, personne ne veut des juifs. Et c'est parce que personne ne veut des juifs et que le monde se désintéresse des juifs qu'Hitler va passer à une phase plus importante encore, quelques mois plus tard en novembre, c'est la nuit de cristal qui va marquer une nouvelle radicalité encore dans les persécutions et la violence dont les juifs vont être la cible. Donc on a déjà dès les années 30 ce terreau de cette indifférence qui est le reflet d'un contexte difficile et aussi d'une hostilité ou d'une indifférence à ces persécutés-là. Eh bien, rien ne va changer pendant la Seconde Guerre mondiale. Les possibilités d'action étaient en vérité réduites dans un contexte de guerre mondiale, il faut le dire aussi. Mais en 1944, quand on va se poser de manière frontale la question d'aller bombarder Auschwitz au moment de la déportation des Juifs de Hongrie, l'appel au secours est lancé par les organisations juives en Hongrie ou un certain nombre d'organisations qui sont présentes à Budapest et qui, en 1944, beaucoup savent qu'à l'issue de la déportation par ces trains qui partent de la Hongrie vers Auschwitz, il y a la mort. Que ce soit dans les états-majors, que ce soit dans les organisations présentes à Londres et à Washington, que ce soit dans les gouvernements. Et il y a un choix qui est fait, sciemment, en 1944, de ne pas bombarder les voies d'accès ou les chambres à gaz de Birkenau et de ne pas détourner un avion, une bombe, de ce qui est en vérité considéré comme les lieux stratégiques pour abattre le Troisième Reich. Ainsi, ce n'est pas les chambres à gaz de Birkenau qui sont bombardées, c'est l'usine de la Bunawerk, à 7 km de là, qui sont la cible des bombes américaines. Donc il y a un choix politique qui est fait à ce moment-là. Donc la question de la passivité, elle se pose de bout en bout. Il ne faut pas être binaire. Monseigneur Saliège ne sait pas quelle est la destination des raflés de la région toulousaine. Mais en revanche, il en sait suffisamment, et ce qu'il sait et ce qu'il voit choque suffisamment sa conscience pour en appeler justement publiquement à cette solidarité, à cette fraternité renouvelée. Lui qui pourtant, vis-à-vis du maréchal Pétain, comme Monseigneur Gerlier, n'étaient pas des opposants de premier plan, et pourtant, ils ont parlé. Alors, est-ce que tous les Juifs étaient des résistants ? En tout cas, puisque tous les Juifs étaient appelés à disparaître, le fait de survivre pour les Juifs pendant la guerre est déjà un acte de résistance. Mais en même temps, dire cela, ça n'est pas jeter l'opprobre sur ceux qui vont se suicider, comme Zingelbaum, comme d'autres, ou Stefan Zweig, confrontés à la désespérance d'une situation qui les dépasse, les écrase. De ce point de vue-là, le sens des responsabilités de la résistance pour le père ou la mère de famille qui arrive à Auschwitz, Birkenau entouré de ses enfants et de ses parents, c'est d'assurer le confort autant que faire se peut de celles et ceux qui l'entourent, ou c'est dans un geste inconsidéré d'en appeler... Non. Et pourtant des gestes de résistance auront lieu dans les centres de mise à mort, des insurrections auront lieu à Birkenau, à Sobibor, à Treblinka, dans de très nombreux ghettos. Donc, vous savez, il y a eu ces grands débats après-guerre en Israël et dans d'autres pays, ici en France, au moment notamment de la publication du Treblinka de Jean-François Steiner à la fin des années 60. Les Juifs se seraient laissés conduire comme des moutons à l'abattoir. Vous savez d'où elle vient, cette expression ? C'est en vérité un détournement d'un des appels d'Abba Kovner, justement, dans le ghetto de Vilnius, qui, justement, refusait que les Juifs se laissent conduire comme des moutons à l'abattoir. Il ne venait pas là commenter ou décrypter l'attitude de ses contemporains ou de ses coreligionnaires. Non, il appelait à un sursaut. Le texte est dans le livre. Le texte est dans le livre. Et donc, on a détourné cette expression-là pour caractériser. Mais... Alors je peux comprendre, et on est ici à accompagner régulièrement, à mener des actions de transmission et de pédagogie avec des jeunes. Évidemment qu'on est toutes et tous, quel que soit notre attachement à cette histoire, confrontés à l'immensité du crime, confrontés à quelque chose dont on aurait aimé qu'il se passe différemment, qu'évidemment. Mais l'histoire ne se résume pas à ces 100 000 détenus du camp d'Auschwitz-Birkenau
entourés de capots et de SS en armes derrière des barbelés, face à une équipe de 8000 SS. Ça ne se joue pas dans un rapport numérique entre les uns et les autres. En vérité, c'est quand il n'y a eu plus d'espoir de survie que la résistance a été forte. C'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir de survivre que l'insurrection dans le ghetto de Varsovie est lancée, ou que les hommes du Sonderkommando à Auschwitz-Birkenau à l'automne 1944 se révoltent. D'un bout à l'autre, les Juifs ont voulu survivre dans leur diversité. Ce sont les nazis aussi qui essentialisent en disant les Juifs. Des Juifs, pour les nazis, y compris Max Jacob qui se voulait chrétien et qui s'était converti, était un Juif. Et il est mort pendant la Shoah. Donc n'essentialisons pas les victimes non plus, à contrario et même avec de bonnes intentions. Regardons cette diversité et sachons aussi, à l'image aussi du travail formidable qui a été fait à Antoine Grande dans ses précédentes fonctions, avec Rachel Guéroumi qui l'accompagne et qui continue à mener un travail formidable au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au Mont-Valérien. Regardons cette place des Juifs importante dans la résistance, partout, que ce soit à l'Est, à l'Ouest de l'Europe, et essayons, bien que cela soit difficile, de ne pas porter de regard trop rétrospectif et trop rigide sur cette histoire. On a essayé de faire œuvre d'historien fondamentalement d'un bout à l'autre de ce livre-là, mais en restituant cette pleine humanité aux uns et aux autres. Ça pourrait faire une belle conclusion, mais avant de laisser la parole à Antoine, est-ce qu'un chapitre, le livre s'arrête à la découverte des camps, on n'a pas le retour, le Lutetia, la parole confinée, si je puis dire, ou la parole qui ne va pas se libérer, qui va attendre à se libérer. Est-ce que vous n'avez pas eu envie dans l'équipe de faire ce chapitre du retour et de la parole des survivants ? Alors, mon cher Hubert, Maurice. Mon cher Maurice, mesdames et messieurs, non, je suis troublé. Je suis troublé parce qu'il y a quand même un document dans ce chapitre conclusif qui est celui que je signe. Il y a un document qui parle du retour. Et un document qui figure parmi ce que je considère comme les inédits. On connaissait la photo du navire britannique Arava qui atteint au printemps 1945 le port de Marseille et qui amène les premiers rescapés d'Odessa jusqu'à Marseille, libérés d'Auschwitz et des camps de la zone soviétique. Mais grâce à l'historien Robert Mencherini, on publie la note faite par le chef du poste militaire du port de Marseille, du poste de criblage. Vous savez, les rescapés qui arrivent font l'objet d'un criblage où ils sont interrogés par la sécurité militaire pour essayer de déceler parmi les rapatriés ceux qui auraient été des collaborationnistes ou des Français engagés dans les armées nazies. Et dans ce document-là de 3 pages dactylographiées, il fait en fait la synthèse d'une dizaine de témoignages, témoignages recueillis auprès de ces rapatriés, parmi lesquels certains sont des figures connues, comme Raphaël Fegelson, qui a été un des compagnons d'armes des Klarsfeld, et qui, dans la synthèse faite par le commandant Sherpin, ici, vient clairement expliquer comment Auschwitz-Birkenau est un camp d'extermination. Le terme est présent dans le rapport. Alors, tout n'est pas vrai dans ces témoignages, et ça nous renvoie aussi à la nécessité du regard critique qui fut celui des contemporains et de l'historien. Mais on parle de tapis roulants qui amenaient les cendres depuis les champs. Bon, mais l'essentiel est là, et l'industrialisation du meurtre est au cœur des documents ici recensés. Et surtout, il nous montre en ce mois d'avril 1945 l'incrédulité de ces fonctionnaires qui voient arriver ces hommes et ces femmes et de la monstruosité des témoignages qu'ils restituent. Et à la fin, il y a une entrée desiderata de ce document, il y a écrit tout ceci pourrait paraître exagéré ou
Voilà. Voilà. Merci Annie qui s'est déjà procuré le livre. Non, mais vous voyez, je plaisante. Mais du coup, ça m'a bien aidé quand même. Vous voyez, parce que j'allais vous faire une citation. Voilà, les choses semblent exagérées et face à cela, pourtant, il y a une prise de conscience qui s'amorce. Et là aussi, dans ce jeu de miroir entre les documents, vous voyez, moi j'ai tenu à mettre un document qui, dans la thèse d'Annette Veviorka, déportation et génocide, m'avait absolument bouleversé. C'était un extrait du journal de ce qu'ils appellent le Réveil des jeunes. C'est l'organe pour la jeunesse du Bund. Donc cette organisation juive socialiste sioniste, publiée en français et qui publie un article à la fin du printemps 1945 relatant justement du point de vue de ces militants juifs qui participent à l'accueil de ces rescapés, qui restituent la désespérante prise de conscience progressive qui est la leur. Ils ne reviennent pas, c'est le titre de l'article. Ils ne reviennent pas. Alors nous, on regarde les choses rétrospectivement avec 80 ans de recul, mais là, en mettant en contrepoint la photo du bâtiment, le rapport officiel et l'article du Réveil des jeunes, on voit justement comment, au retour des déportés, s'opère cette progressive prise de conscience. Mais le dernier document du livre, comment là, je te rejoins, Maurice. Comment finir un ouvrage comme celui-là? Et finalement, à l'image de ce qu'on a fait au Mémorial de la Shoah à Paris, ou dans le pavillon français du musée d'Auschwitz, pour moi, l'idée, elle s'est imposée d'emblée de finir par les enfants. C'est-à-dire par ce qui est l'incarnation même du génocide, évidemment. Et donc, en laissant la parole, en montrant 2 documents, des dessins de ce jeune juif de 15 ans, Thomas Geve, un nom d'emprunt. Les documents précèdent cette photo-là. Thomas Geve, donc, qui à l'âge de 15 ans, déporté à Auschwitz avec sa mère en 1943 de Berlin, où sa mère est assassinée, au terme d'un parcours qui l'amène de Gross-Rosen jusqu'à Buchenwald, est libéré le 11 avril 1945, et qui réalise 80 dessins de son parcours. Il sera plus tard, après son émigration en Israël en 1950, où il prend le nom de Thomas Geve, ingénieur, et déjà chez ce jeune homme de 15 ans, le souci de l'exactitude et du détail figure dans ses dessins incroyables, où il vient restituer comment Auschwitz, pour lui, a été ce lieu de mort effroyable pour tant d'autres, et y compris sa mère. Avant-dernier document, la lettre de Bertrand Hertz. Et comment ne pas parler de lui ici à Toulouse, puisqu'il fut déporté en 1944 de Toulouse avec les hommes vers le camp de Buchenwald avec son père. Son père meurt à Buchenwald. Sa mère et sa sœur Françoise sont, elles, comme tant d'autres, et Marie Weslik, n'est-ce pas, est envoyée à Ravensbrück. Sa mère meurt à Ravensbrück. Et lui, ce jeune juif, là aussi d'une quinzaine d'années, écrit à un proche resté en banlieue parisienne, demandant des nouvelles des siens et expliquant que désormais il est tout seul, sans nouvelles des siens. Voilà. La Shoah, qu'est-ce que c'est à travers le regard d'un enfant de 15 ans? C'est cette solitude, c'est cette désespérance, c'est cette mort qui a frappé et qui font de l'un comme de l'autre des survivants de l'incroyable. Dernier document, et on en arrête, et j'arrête. C'est vrai que je pourrais parler pendant des heures, je m'excuse, je veux tout sauf être bavard. Comment finir? Voilà, le dernier document du livre, c'est celui-là. C'est une photographie connue, mais pas la plus connue, de ce convoi d'enfants, plus de 500, qui sont envoyés de Buchenwald en France, pris en charge par l'OSE. Vous le savez, à Buchenwald sont libérés 1 millier d'enfants juifs. Parmi eux, plusieurs centaines sont issus de territoires comme la Pologne, où ils ont perdu toute leur famille. L'OSE les prend en charge, les amène pour une partie d'entre eux en France, en Suisse. De là, ils partiront pour certains dans d'autres pays. Thomas Geve est pris en charge, lui aussi, dans ce train, et sera envoyé, rejoindra son père en Grande-Bretagne, et puis après émigrera en Israël. Sur ce train, un jeune adolescent dont on a retrouvé le nom et à qui on restitue
la postérité, écrit à la craie où sont nos parents? Vous êtes des assassins. Voilà. Dans un mauvais allemand qui est un mélange de yiddish et d'allemand, il écrit ça pour interpeller les voisins, comme on le dit. C'est Joseph Dziubak. Voilà. Et la photo se trouve maintenant au Mémorial Holocauste de Washington. Voilà. On finit là-dessus. C'est vrai qu'on aurait pu faire 10 tomes. C'est vrai qu'on aurait pu faire encore plus, faire encore plus gros, encore plus lourd, encore plus riche, encore plus complet. Mais l'éditeur souhaitait qu'on garde un format, je dirais, contraint. Enfin, voilà. Et de toute façon, il fallait finir. Voilà. Alors on a essayé de finir le moins mal possible, en tout cas en finissant sur cette évocation des enfants. Donc vous l'avez compris, c'est un livre. En fait, c'est un livre qui permet. On ne va pas recommencer, hein, mais c'est juste pendant que certains vont aller l'acheter pour le faire signer. C'est un livre qui permet une magnifique entrée à toute l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire qu'on a là un résumé en images avec des images qui nous frappent et qui nous incitent, qui sont des images moteurs, qui nous incitent à aller plus loin, à aller vers des lectures, à aller vers la bibliographie finale, à aller vers d'autres ouvrages. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, il devrait être mis entre toutes les mains comme entrée dans ce monde terrible de la Shoah. Et puis pour finir complètement aussi à mon tour, promis. Non mais bon, puisque et je te remercie, tu as souhaité qu'on parle un petit peu de la fabrication du livre. Ce qui a rendu aussi possible ce livre, c'est le soutien d'institutions qui ont soutenu sa publication, le Mémorial de la Shoah, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Musée d'État d'Auschwitz-Birkenau et puis la Fondation d'entreprise La Poste qui a apporté son concours également à sa réalisation. Pour aller plus loin, non pas plus loin, faire un focus. Oui, ce jeudi, vous le savez, c'est le 27 janvier, c'est la journée internationale de prévention des crimes contre l'humanité, journée qui commémore la découverte d'Auschwitz. Une cérémonie aura lieu à 10h30 au monument de la Shoah. Un dévoilement d'une plaque en hommage aux enfants juifs déportés depuis Toulouse aura lieu au même endroit dans le prolongement, ce sera à 11h15. À 18h30, à l'Institut Cervantes, Joseph Calvet reviendra sur une histoire extraordinaire à partir d'une carte postale trouvée près de Lérida. Il a remonté l'histoire de deux jumelles allemandes. L'une est venue en France et a été recueillie par les EI. Elle est restée 5 ans en France. Elle avait 15 ans. Sa sœur jumelle est partie directement en ce qui s'appelait alors la Palestine. Et il a remonté l'histoire de ses deux sœurs allemandes. Et Joseph sera là pour en parler à 18h30 à l'Institut Cervantes et à 20h au musée départemental de la résistance et de la déportation. Il y aura la lecture des noms des enfants juifs déportés de la Haute-Garonne, et puis un petit topo historique et un concert de raisin et amandes de musique yiddish et ladino. Donc une journée du 27 assez riche pour continuer à transmettre, surtout. Il faut dire une chose, les quelques centaines de milliers de juifs de Pologne qui survivent, ils le doivent, pour ceux qui restent sur le territoire, à une chance et à un courage difficile à décrire dans notre confort, mais ils le doivent surtout à cette zone d'occupation soviétique suite au pacte germano-soviétique, vous le savez, qui coupe en deux la Pologne. Les nazis, en septembre 1939, envahissent l'ouest de la Pologne, la démembrent. Et à l'est, quelques semaines plus tard, l'Union soviétique envahit le territoire. Le fait est que les Juifs qui se trouvent sur cette partie orientale du territoire polonais vont majoritairement survivre. Le projet de Staline n'est pas alors de les assassiner.
Ils vont être transplantés, comme on le dit à l'époque, avec l'idée de créer un foyer dans le Birobidjan, ou pour d'autres seront envoyés plus loin, quasiment aux confins du cercle polaire. Mais il n'y a pas de projet d'anéantissement. Il n'en demeure pas moins, et on le sait, que, par exemple, les porteurs de ce si beau projet incroyable du livre noir, autour d'Ilya Ehrenboro et Vassili Grossman, au sein de ce comité juif que Staline tolère pendant la guerre, ceux-là seront immanquablement persécutés et assassinés au moment des purges antisémites, et notamment en 1953, au moment du complot dit des blouses blanches. Donc, en tout cas, en termes historiques, si vous voulez, la Shoah, c'est le fait du Troisième Reich, et c'est d'ailleurs plutôt les Juifs de ces territoires qui pour un certain nombre d'entre eux étaient des militants communistes avant-guerre, vont plutôt accueillir tout à fait favorablement l'arrivée des Soviétiques dans les territoires polonais ou dans les pays baltes, par exemple, ou en Ukraine, ce qui leur vaudra en retour, quand les Soviétiques reflueront, après l'opération Barbarossa, d'être pourchassés et massacrés par les partisans de la collaboration avec les nazis. On publie d'ailleurs dans le livre quelques-unes de ces images absolument terribles du pogrom de Lviv, où des milliers de juifs seront totalement massacrés par les partisans de la collaboration avec l'Allemagne nazie, mais aussi par une partie de la population qui ne leur avait jamais pardonné le soutien qu'ils avaient apporté à l'arrivée des communistes. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bim 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 bum bum bim bim bum bum bim bim bum bum bim bim bum bim bim. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée lundi 24 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche avec l'historien Olivier Lalieu, auteur du livre Nouvelle histoire de la Shoah aux éditions Passé Composé, réalisé et mis en onde par Radio Radio. Olivier Lalieu a aussi fait paraître plusieurs ouvrages et articles sur l'histoire de la déportation et de sa mémoire, dont La résistance française à Buchenwald en 2012 chez Talandier et Histoire de la mémoire de la Shoah en 2015 chez Tzoteka. Sigo buscando algo en lo que creer. Si lo buscas no lo ves. Si lo encuentro ya se fue. Sigo intentando eso de buscar sin esperar encontrar.